Le cinéma est un art, mais aussi une industrie. D'autant plus quand on fait des films qui coûtent plus de 100 millions de dollars. Et d'autant plus quand on a un prêt d'un demi-milliard de dollars à rembourser à Merrill Lynch. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser aux résultats économiques des deux premiers films financés par Marvel et voir les décisions qui ont été prises pour véritablement lancer l'univers cinématographique Marvel. Commençons par calculer les bénéfices des deux films. Il serait logique de se dire que les bénéfices qu'a fait Marvel, c'est le montant total du box-office moins le budget du film. Et ça donne des résultats plutôt corrects. Sauf que ce calcul, bien qu'il semble logique, il est complètement faux. C'est probablement à cause de cette erreur que beaucoup ne comprennent pas pourquoi The Amazing Spider-Man 2 ou Batman v Superman peuvent être considérés comme décevants. Je vous propose donc d'essayer de calculer le vrai bénéfice qu'a fait Marvel avec ses films. Bon, on trouvera pas le résultat exact parce que de nombreux paramètres sont inconnus, mais on va essayer de s'en approcher au maximum. Iron Man, prononcé Iron Man en France, et Iron Man chez ma grand-mère, sort en France le 30 avril 2008, distribué par SND, et le 2 mai aux États-Unis, distribué par Paramount. Le film a rapporté 585 millions en salle, mais parmi cette somme, il y a une grosse partie qui part aux exploitants des salles de cinéma et aux taxes comme la TVA. Ça varie suivant plein de facteurs, mais globalement, on peut admettre que pour chaque film, le distributeur ne récupère que 50% du box-office. Bien sûr, le distributeur du film prend une commission. Paramount a pris 10%. Comme c'est un pourcentage assez classique, on va admettre que les autres distributeurs à travers le monde ont fait de même. C'est donc cette somme qui récupère Marvel, et après, on peut retirer le budget. Et encore, on oublie qu'il faut donner une partie de cette somme à divers ayants droit comme le réalisateur, les scénaristes, et peut-être des acteurs qui l'ont stipulé dans leur contrat. Et Marvel a peut-être participé au financement du marketing du film. Donc a priori, ils ont gagné moins que cette somme. Maintenant, intéressons-nous au deuxième film de Marvel Studios, The Incredible Hulk, traduit par l'incroyable Hulk en français, et le géant vert bizarre chez ma grand-mère. Sort aux États-Unis le 13 juin 2008, distribué par Universal, et le 23 juillet 2008 en France, distribué par SND. Il a rapporté 263 millions, ce qui déjà de base est nettement moins bien qu'Iron Man. Retirons-lui la part qui va aux salles de cinéma et aux États. On ne sait pas quel pourcentage ont pris Universal et les autres distributeurs sur ce film, mais admettons que ce soit 10% comme pour Iron Man. Maintenant, retirons le budget qu'a payé Marvel et on est sur un déficit. Et comme pour Iron Man, il y a sûrement eu d'autres frais en plus, donc le déficit est sûrement plus grand. Donc globalement, pour l'incroyable Hulk, c'est une catastrophe, et si Iron Man avait eu les mêmes résultats, Marvel n'aurait jamais pu rembourser son prêt à Merrill Lynch. Et comme prévu par le deal, la banque aurait récupéré les droits d'une dizaine de personnages. Voyons donc ce que ça fait si on cumule les bénéfices des deux films. Mais même s'ils ont probablement dépensé plus, au final, ils ont peut-être gagné plus. En effet, les États aident souvent financièrement les films qui viennent se tourner chez eux. C'est le cas par exemple du Canada pour l'incroyable Hulk. Aussi, ces deux films contiennent des placements de produits. De plus, le film est également exploité en vidéo et en diffusion télé et VOD. Même si dans le modèle économique hollywoodien, il est généralement admis qu'un film doit absolument se rembourser lors de son exploitation en salle. Enfin, dans le système actuel des blockbusters hollywoodiens, fondé entre autres par George Lucas et Steven Spielberg, le produit dérivé est extrêmement important. Il arrive même très souvent que les produits dérivés rapportent beaucoup plus que le film. Par exemple, avant 2008, pas beaucoup d'enfants avaient des jouets Iron Man. Ce film et ses suites ont permis de populariser le personnage et de vendre un maximum de jouets. Donc au final, Marvel s'en sort bien, mais il faut absolument éviter une nouvelle catastrophe comme l'incroyable Hulk, histoire d'être sûr de pouvoir rembourser le prêt à Merrill Lynch et de financer les films suivants. Il est donc décidé pour les films suivants de s'éloigner du style de Hulk et de se rapprocher de celui d'Iron Man. Et pour engendrer un maximum de pognon, il faut intensifier la production des films. Et pour produire 3 ou 4 films et en même temps en développer une dizaine d'autres tout en s'assurant que ces films forment un tout cohérent, il faut une équipe afin de superviser la production et la création artistique de ces films. Bon, il y en avait déjà une pour les deux premiers films, mais elle était pas très grande. Elle était essentiellement constituée de responsables financiers et marketing. Les équipes des films étaient assez indépendantes. Cette équipe pour diriger Marvel Studios est composée de différents responsables des deux premiers films. Je vais vous en présenter quelques-uns, commençons par ceux qui ont travaillé sur les deux films. Déjà, il y a le comité créatif Marvel, qui hiérarchiquement parlant est au-dessus de Marvel Studios, et qui apporte des idées pour les films. Le comité fut néanmoins un peu remanié. Les différents exécutifs du studio, à commencer par Kevin Feige, sont restés, à l'exception de Charlie Davis, vice-président en charge de la post-production qui est parti chez CBS Films. Il a donc fallu le remplacer. Dave Jordan, le superviseur musical des deux films. En gros, le superviseur musical, il sert d'encyclopédie vivante de la musique. Il conseille les créateurs des films pour choisir les musiques. Et ensuite, c'est lui qui gère tous les aspects juridiques afin de pouvoir utiliser les musiques. Conserve ce poste sur la totalité des autres films de Marvel. Enfin, Craig Kyle, auteur de BD qui a bossé sur plusieurs séries de Marvel Animation et qui fut membre du comité créatif Marvel, devient vice-président en charge du développement et de la production. En gros, c'est quelqu'un qui va superviser tous les aspects créatifs des films.
Passons maintenant aux nouveaux membres de l'équipe qui avant étaient concentrés sur l'incroyable Hulk. Stephen Broussard, qui a supervisé la création artistique, devient également vice-président en charge du développement et de la production. Et c'est le seul à revenir après l'incroyable Hulk. On sent vraiment qu'il voulait vraiment s'éloigner du style de ce film. Et à mon avis, si Stephen Broussard avait pas été l'assistant de Kevin Feige pendant plusieurs années, il aurait été jeté après Hulk. Passons maintenant aux nouveaux membres de l'équipe qui avant étaient concentrés sur Iron Man. Jeremy Latcham, qui s'était également concentré sur les aspects créatifs, devient aussi vice-président en charge du développement et de la production. Victoria Alonso, coproductrice du film et productrice des effets visuels, devient vice-présidente en charge de la post-production et des effets visuels. Donc pour chaque film, c'est elle qui dirige les différents superviseurs des effets visuels, de la post-production, etc., etc. Plusieurs des concepteurs visuels d'Iron Man forment l'équipe de développement visuel. Citons entre autres Ryan Menerding et Charlie Wen qui dirigent l'équipe et se partagent les films pour en superviser la création visuelle. On peut aussi citer Andy Park, concepteur visuel, qui lorsque Charlie Wen a quitté Marvel en juillet 2014, l'a remplacé comme co-directeur du pôle développement visuel. Les deux directrices de casting, Sarah Finn et Randy Hiller, ont géré tous les castings des films jusqu'à Avengers. Après, Sarah Finn s'en est occupée seule, car Randy Hiller a quitté l'univers cinématographique Marvel pour devenir la vice-présidente en charge du casting de la branche live-action de Walt Disney Pictures. Enfin, citons Louis Desposito, ami de Jon Favreau et gestionnaire de production, qui fut crédité comme producteur exécutif sur Iron Man, devient vice-président en charge de la production physique. Pour faire simple, il supervise la gestion de la production et leur budget. Et il a très vite eu une autre promotion, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. À l'été 2008, Kevin Feige et les trois vice-présidents en charge de la production et du développement ont loué une maison à Palm Springs. Et pendant plusieurs jours, ils ont maté les films pour s'inspirer et ils ont discuté des idées qu'ils avaient pour l'avenir de la saga. Ils ont refait ça plusieurs fois depuis, afin de réfléchir à l'avenir de la saga. Et ils prennent pas mal d'avance parce que bien que les plans peuvent changer avec le temps, ils ont actuellement un calendrier prêt jusqu'à la fin de la prochaine décennie. Mais attention, cette équipe donne des idées et gère les aspects créatifs des films, mais ce ne sont pas eux qui les écrivent, car ce sont des producteurs, pas des scénaristes. C'est au cours de ces discussions et des discussions avec le comité créatif et les responsables financiers que les films suivants furent validés. Le film Iron Man 2 avait déjà été évoqué avec une sortie prévue pour 2010, avant même la sortie du premier opus. Mais après l'échec de l'incroyable Hulk, je pense qu'on peut dire que ce film s'est d'autant plus imposé, car c'est la suite d'un succès et donc ça augmente ses chances d'être lui-même un succès. Ainsi, il y a de fortes chances qu'il se fasse rentrer un maximum de pognon dans les caisses afin de rembourser le prêt et de financer les suites. De plus, le film pourra aider à faire vivre la marque Marvel, qui à l'époque était beaucoup moins présente au cinéma qu'aujourd'hui. Et avec divers easter eggs, ils peuvent introduire les films suivants. Le grand public ne comprendra pas forcément tous ces easter eggs, mais ça fera plaisir aux fans qui aura donc envie de voir les films et d'en parler. Et à l'heure des réseaux sociaux, si tu fais plaisir aux geeks, tu peux facilement créer un buzz, et ainsi le grand public entendra parler de tes prochains films. Et ainsi Iron Man 2 peut être utilisé comme tremplin pour les films suivants. Ainsi, Iron Man 2 est devenu une grosse introduction à Avengers, présentant le Shield, qui à la base devait carrément avoir un film qui lui soit consacré, et avec quelques éléments liés à Thor et à Captain America. Iron Man 2 sortant en 2010, il est très urgent de lui trouver un réalisateur. Marvel a tout logiquement proposé le job à Jon Favreau, et grâce au succès du premier film, il a pu se permettre de bien négocier. Déjà, bien que je n'en ai pas la preuve, je pense que c'est là qu'il a négocié pour être producteur exécutif sur les films Iron Man et Avengers. Et semble-t-il qu'il n'a pas beaucoup bossé sur ces films, c'est plutôt un titre honorifique. Et surtout, il en a bien profité pour faire monter son cachet, bien qu'on n'en connaisse pas le montant. Et d'ailleurs, ça a visiblement pas beaucoup plu à Marvel. Pas étonnant, vu comme leur patron aime pas trop dépenser. Mais bon, ils avaient pas trop le choix parce qu'il a signé en juillet 2008 pour un film qui devait sortir au printemps 2010, donc le temps pressait. Ils avaient moins de temps pour faire ce film que pour le premier. Et là, quand Favreau commence à bosser sur le film, il y a même pas une première version de scénario décrite. Il y a tout à faire. Avoir des réalisateurs et du pognon pour faire des films, c'est bien, mais sans distributeur, ça sert à rien. C'est donc en septembre 2009 que Marvel et Paramount concluent un deal pour distribuer les 5 prochains films. Iron Man 2 prévu pour mai 2010, Thor pour le mois de juillet de la même année, Captain America et Avengers en 2011, et Iron Man 3 à une date inconnue. Marvel accepte également cette fois-ci de donner à Paramount les droits de distribution pour le monde entier, contrairement à Iron Man, où par exemple en France c'est SND qui a acheté les droits à Marvel. En échange, Paramount accepte de baisser le pourcentage qu'elle reçoit sur le box-office des films. Au lieu de garder 10% comme sur Iron Man, elle ne conserve que 8% de l'argent amassé, et donc les deux parties sont gagnants. Marvel gagne du temps parce qu'elle n'a pas à négocier avec différents distributeurs à travers le monde. Et elle gagne plus d'argent. Et Paramount gagne également plus d'argent. Donc tout le monde est content, à part les distributeurs locaux. Parce qu'à mon avis, le groupe M6 aurait bien aimé garder les droits d'une saga aussi lucrative. Les 3 vice-présidents en charge du développement et de la production se partagent les films pour en superviser les aspects créatifs sous le contrôle de Feige. Ainsi, Craig Kyle se concentre sur le film Thor, Stephen Broussard, après avoir bossé sur l'incroyable Hulk, se concentre sur Captain America, et Jeremy Latcham, après avoir bossé sur Iron Man, se concentre sur sa suite, puis il enchaîna avec Avengers. Une fois qu'on a des équipes, c'est bien d'avoir des locaux pour les accueillir. Et une fois qu'on a un distributeur pour ses films, c'est bien d'avoir un endroit pour les tourner. Marvel Studios signe donc en octobre 2008
2008 un deal avec le groupe Raleigh Studios. Marvel déménage ses locaux au sein du complexe Manhattan Beach Studios en Californie appartenant à Raleigh. Et le deal indique également que Marvel tournera ses 4 prochains films dans ces studios. Ce qui est assez pratique pour Marvel Studios parce que du coup, le développement, la pré-production, le tournage et la post-production sont centralisés au même endroit. Donc c'est plus facile de tout superviser. Kevin Feige et ses collaborateurs peuvent très bien aller sur le tournage de Thor, puis aller valider des designs pour Captain America et aller bosser sur la post-production d'Iron Man 2 tout en faisant quasiment aucun trajet. Le même mois, Kenneth Branagh est choisi pour diriger Thor. Le mois suivant, Joe Johnston est choisi pour diriger Captain America. Rudy Leterrier avait vu des concept art faits pour ce film et il les a tellement kiffés qu'il a proposé ses services à Marvel, qui a refusé probablement à cause des résultats économiques de Hulk. Rudy Leterrier avait également proposé une idée pour Avengers, en faire une mini-série de 4 films d'1 heure, 1 heure et demie. Chaque réalisateur de la phase 1 réalise une des 4 parties. Les 4 films se tournent en même temps dans les mêmes décors et les mêmes costumes, donc réduction des coûts. Et ils sortent avec un mois d'écart entre chaque au cours de l'été. Personnellement, je suis pas trop fan de l'idée, sauf s'ils avaient négocié avec les salles pour faire un billet global pas trop cher. Et visiblement, Marvel non plus n'était pas fan de l'idée. C'est également au mois de novembre 2008 que Robert Downey Jr. a signé pour revenir. Il a signé pour 3 films, Iron Man 2, Avengers et Iron Man 3. Et comme Jon Favreau, il en a profité pour faire monter le cachet. Entre Iron Man et sa suite, il a multiplié son salaire par 20. Son agent a visiblement négocié un pourcentage sur les bénéfices. Et plus tard, il a renégocié avant Avengers et Iron Man 3 afin d'avoir encore plus de pépettes. 2 mois avant le début du tournage d'Iron Man 2, c'est Samuel L. Jackson qui signe un contrat sur plusieurs films. L'acteur qui interpréta Nick Fury dans la scène post-générique d'Iron Man accepta de reprendre son rôle dans 8 films. Que ce soit des scènes post-génériques, des caméos ou des vrais gros temps d'apparition. Et tout comme Robert Downey Jr. et même tout comme acteur de Marvel Studios, malgré qu'il soit sous contrat, Sam Jackson peut renégocier son salaire et autres détails d'un film sur l'autre. En mars 2009, le calendrier des sorties est un peu bouleversé. Thor est repoussé de près d'1 an, probablement pour avoir le temps de bien le faire sans précipitation. Captain America est donc également décalé de quelques mois, et Avengers qui devait sortir le même mois est décalé d'1 an. Quelques mois plus tard, Thor fut redécalé probablement pour éviter d'avoir 2 films du studio à seulement 1 mois d'intervalle. Tout en lançant la production de ces films, Marvel Studios s'attelle à développer d'autres films pour le futur. Ainsi, en mars 2009, Marvel Studios lance un programme d'écriture. Ce programme consiste à engager une demi-douzaine de scénaristes peu expérimentés. Ces auteurs prennent le temps de développer tranquillement des adaptations de divers comics. Et ensuite, les meilleurs scripts servent de base pour faire des films. On peut par exemple citer Joe Robert Cole, qui a écrit entre autres un traitement pour un film sur les Inhumains, et qui fut plus tard recruté pour coécrire Black Panther. Mais également Thomas Dean Donnelly et Joshua Oppenheimer, qui en juin 2010 furent choisis pour écrire le film Doctor Strange. Mais aussi Nicole Perlman, qui développa une première version des Gardiens de la Galaxie. Mais aussi un traitement pour un film Black Widow qui ne s'est jamais fait, probablement à cause d'Isaac Perlmutter, puisque selon lui, les personnages féminins ça ne fait pas vendre de jouets. Et le pire c'est que c'est pas le truc le plus débile qu'il ait dit. Bref, le studio est en place, le développement et la production des films avancent afin de vite atteindre un rythme de croisière. Et c'est donc ici que nous allons nous quitter, et dans le prochain épisode, on se consacrera à Iron Man 2. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager, ça fait toujours plaisir, et merci beaucoup à Pulco d'avoir fait une pub pour ma chaîne dans sa vidéo consacrée à Iron Man 2. A bientôt.